Quand j'étais à l'école, petite école, on me traitait de grosse, on me mettait de côté, mais c'était un peu moins flagrant que quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, on m'appelait GCM, ça voulait dire grosse conne et moche. C'était mon surnom et la plupart de l'école m'appelait comme ça. On me lançait des cailloux, on me crachait dessus. Tous les jours, je retrouvais mon vélo qui était recouvert de crachats, on m'insultait. Ouais, c'était très compliqué. J'avais fait le triathlon de l'école, j'avais fini 2e. Et puis, il y en a plusieurs qui s'étaient mis à faire « Ouh, bouh, la grosse, c'est pas possible, elle a triché !» Et le pire, c'est que pour moi, ils avaient raison. Je croyais qu'ils avaient raison. Quand on me crachait dessus, quand on m'insultait, quand on me traitait de tous les noms, pour moi, c'était ma faute. Et donc, je leur donnais raison. Et puis, c'est pour ça que je disais rien. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à le dire à mes proches. Mes parents, ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils savent que j'ai été harcelée à l'école. Céline a 30 ans. Aujourd'hui, elle s'épanouit à l'école comme maîtresse de travaux manuels. Elle assume son poids, mais les regards qui font mal n'ont pas disparu. J'étais allée au repas parc avec des copines. J'ai voulu faire le fameux Silver Star. On est arrivé devant. Il y avait un siège pour essayer si on rentrait dedans, alors, avant la queue. Donc je m'assieds dedans, je passe, bon, on fait la queue, j'arrive, je m'assieds. Ils descendent la sécurité et ils ont réussi à accrocher qu'un cran. Ils m'ont fait sortir. Mais il y a les petits casiers avec les sacs, donc j'ai dû mettre mon sac dedans avant. Donc j'ai dû attendre en face des gens qui attendaient pour rentrer dans le Silver Star, comme ça. Et c'était hyper frustrant. De 1, parce que j'avais envie de le faire, ce manège. De 2, parce que j'avais tout le monde en face qui me regardait genre, ben c'est la grosse qui peut pas rentrer, quoi. Aujourd'hui, Céline refuse que son poids la limite. J'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours aimé me baigner, mais c'est vrai que j'avais de la peine avec mon image. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'ose plus, parce qu'au final, j'ai compris que mon image, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de faire. Ce qui compte, c'est que j'aime me baigner, c'est que j'aime me reconnecter mon corps à la nature en allant dans l'eau, c'est que j'aime nager, j'aime cette sensation-là, et c'est tout ce qui compte, finalement. J'ai envie que le fait d'être gros soit quelque chose de normal, en fait. Que ça soit plus une honte. Une honte qui s'immisce aussi dans sa vie affective. Elle voit parfois son poids comme une menace pour son couple. Une histoire d'amour qui a pourtant déjà 6 ans. J'ai des fois où je me dis que je mérite pas d'avoir un copain qui ait un poids normal. Je me dis qu'un jour, il va se réveiller, il va se rappeler qu'il y a autour des femmes qui sont plus minces que moi et puis qu'il partira. Je lie mon estime de moi à mon poids. J'ai l'impression que je vais avoir plus de valeur si je perds du poids, ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas le mériter à cause de mon poids. Pour les personnes qui souffrent d'obésité, chaque parcours, même différent, engendre les mêmes souffrances. Jeune, Katia est une grande sportive. Une fois adulte, elle lève le pied en se lançant dans la vie active, mais ne change pas ses habitudes. Je ne l'ai pas vu venir. Je me regardais pas. Je travaillais, j'étais dans mes affaires, dans ma dynamique. J'allais manger, allez, bonne vivante, les apéros par-ci et par-là. Et peu à peu, j'ai pris du poids jusqu'à arriver à 132 kilos. Jusqu'au moment où vous vous réveillez, où vous dites « Mais attends, j'ai plus le même corps. Ah tiens, j'ai des bobos par-ci, tiens, j'ai mal là. » Puis vous avez aussi les remarques des proches. Les regards changent. Je me regarde dans le miroir, mon regard sur moi-même a changé aussi. C'est vraiment un jugement intérieur. Ah, mais regarde-toi voir dans le miroir, mais c'est toi, ça. Un peu du dégoût. Katia entame alors un combat contre les kilos en se lançant dans toutes sortes de régimes, sans succès. Jusqu'au jour où, au fait, j'ai été chez un médecin traitant où on a parlé du surpoids et qu'il fallait que je perde du poids. Et là-dessus, il m'a clairement dit « Écoutez, Katia, vous êtes juste incapable de perdre 40 kilos. » C'est blessant. Me dire que j'ai un manque de volonté en ayant quand même fait des régimes et de l'effet yo-yo comme on connaît, j'ai pris beaucoup de poids et j'ai perdu beaucoup de poids tout en reprenant quand même au fur et à mesure. C'est frustrant.
Le discours réducteur du corps médical fait mal. Une humiliation de plus quand même le matériel n'est pas adapté. On vous envoie poliment vers votre rondeur, votre aspect physique. Oui, mais je peux pas vous prendre l'attention parce que le brassard est trop petit. Il y a certains médecins qui ont une table assez étroite, hein, et ils vous demandent, par exemple, de vous allonger dessus. À quelque part, c'est discriminant aussi, dans le sens, c'est qu'ok, je me mets sur la table, mais vu que la table est tellement étroite, j'ose presque pas m'allonger dessus de peur de tomber. Il y a aussi le fait, lors de prise de sang, je trouve pas votre veine, indirectement, vous avez trop de graisse. Il y a tout plein de gestes, tout plein de petites choses. Cette discrimination médicale, même les spécialistes de l'obésité la constatent. Ce n'est pas des personnes faibles, les personnes qui souffrent d'obésité, qui se soumettent à des régimes restrictifs, parfois impensables, pour perdre 40 kilos, qui reprendront directement après. Il faut une énergie, une volonté, j'ai envie de dire parfois surhumaine. Certains professionnels de la santé, qui ne comprennent pas la complexité de cette maladie, préfèrent penser que finalement c'est une responsabilité individuelle et préfèrent dire finalement vous avez pris du poids, maintenant à vous de trouver des solutions pour en perdre. Une culpabilisation que Céline aussi a vécue. J'étais allée chez une chiro parce que j'avais mal à une cuisse. J'avais là toutes les nuits des décharges électriques, comme des explosions de brûlure. C'était juste horrible. Donc le truc où t'as juste envie que ça en finisse, quoi. J'étais arrivée chez elle, elle m'a dit c'est le poids. D'accord, ok, je veux bien entendre, ça peut être le poids, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Faut perdre du poids. Ok. Est-ce que je peux faire des exercices? Non, il faut perdre du poids. Mais est-ce que je peux savoir si c'est les muscles, les nerfs, si c'est les tendons, si c'est autre chose? Je peux rien pour vous, faut perdre du poids. J'avais fini en larmes, je n'osais déjà même pas m'asseoir sur sa chaise, qui était une chaise qui branlait à moitié, enfin... Le problème, c'est que les médecins mettent tout sur le poids. Ceci engendre bien sûr un sentiment de stigmatisation, de rejet. Le patient ne se sent pas compris. Il a l'impression d'être responsable de ce dont il souffre, en fait. Et le médecin lui fait porter une culpabilité extrêmement importante. La résultante, c'est que le patient ne va plus se rendre chez le médecin, il ne sera plus suivi. Et on va rater bien sûr des diagnostics très importants, des cancers par exemple, le début d'un diabète, une hypertension qui peut provoquer un AVC. Et qu'est-ce qui va se passer? Le patient va se rendre en urgence à l'hôpital et ça sera souvent trop tard. La maladie aura beaucoup évolué alors qu'il aurait pu être traité bien avant. Des conséquences graves qui pourraient être évitées si l'obésité était mieux comprise. L'obésité est une maladie en soi, complexe et souvent méconnue des non-spécialistes. L'obésité, en fait, est une maladie chronique et inflammatoire qui provoque des dérégulations à plusieurs niveaux dans différentes cellules et je dirais même dans tout le système, dans tous les organes du corps. Et en fait, on sait que c'est cette inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation de bas degré, qui est à l'origine de plusieurs conséquences ou des pathologies qui sont associées ensuite à l'obésité, donc qu'on appelle les complications de l'obésité. Cette inflammation peut favoriser l'apparition de plusieurs pathologies. Hypertension, athérosclérose, diabète de type 2, problèmes articulaires ou encore certains cancers. Pour les éviter, il faut trouver les causes de la prise de poids, dont celles d'ordre psychologique. En fait, le poids qui se manifeste en tant qu'obésité, c'est comme un point d'iceberg, mais tout ce qui n'est pas visible, c'est à nous, spécialistes de l'obésité, à déjà découvrir, à travailler avec le patient, puisque c'est souvent là où nous trouvons des clés pourquoi telle et telle personne mange d'une telle et telle manière. Je m'explique. Beaucoup de nos patients ont vécu des souffrances dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur jeune âge.
Et ces souffrances sont souvent d'une telle importance que même à l'âge adulte, ils compensent ce phénomène psychologique par la nourriture. Mais c'est tout un tas de choses qui sont apparues dans ma vie qui ont fait que j'ai ce poids. Et si je perds pas du poids, c'est pas ma faute. C'est pas que je le veux pas. C'est juste que les conditions sont pas réunies. Il y a encore des choses à débloquer. Je pense que le fond du problème, c'est vraiment de travailler d'abord comme on se sent à l'intérieur. Parce que d'ailleurs, je l'ai expérimenté. J'avais fait de l'hypnose. J'ai perdu 20 kilos en 6 mois. J'ai tout repris. Parce qu'en fait, on avait traité les symptômes, mais pas la cause. En fait, ce gilet, il me serrait un petit peu. Et puis moi, je voulais pas dire à ma mère et à mon père que ça commençait à être serré. C'est fou, toute la Et honte du qu'on coup... a. C'est déjà, ça devenait un problème pour toi. Ouais, clairement. C'est fou, hein. Donc ça devient un problème, alors que... moi, je trouve ça intéressant parce que chaque fois... on voit aujourd'hui, quand tu regardes cette photo, tu te dis quoi? Ah que non, il n'y a aucun souci. Trouver le déclencheur, mais aussi réparer les blessures. C'est ce que propose l'association Eurobesitas à Vevey, avec différents ateliers. J'aimerais faire un petit exercice. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça vaut, ça? 100 francs. Ok. Ah, voilà. Et maintenant, combien il vaut? 100 francs. 100 francs. Ok. Ok. Et maintenant, combien il vaut? 100 francs toujours. Donc, que je le piétine, que je le froisse, que je le blesse, il vaut toujours 100 francs. C'est juste une métaphore pour dire qu'en fait, la valeur d'une personne, elle ne change pas. Dominique Durer a mis en place cet atelier. Pour elle, restaurer l'estime de soi est une première étape indispensable. Aujourd'hui, quand tu regardes cette photo, tu te souviens de comment tu te sentais dans ton corps? Mais j'avais déjà commencé un peu à grossir à ce moment-là. On voit le ventre, là, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit bien avec les lignes, en plus. On voit l'arrondi du ventre. Mais c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'était horrible. Puis je commençais à avoir des troubles du comportement alimentaire. Moi, j'ai commencé un peu avant, vers 14 ans, je dirais. J'avais une haine en moi à ce moment-là. Beaucoup dirigée contre moi-même. Mais de manière générale, beaucoup d'injustice ressentie. Ouais. J'ai eu une phase très, très dépressive, 14-15 ans, je dirais. C'était très compliqué, où je me faisais encore plus harceler à l'école. C'était très, très compliqué. Différence, t'as parlé des... Ces événements stigmatisants effondrent en fait l'estime de soi. Et ces patients doivent absolument retrouver cette estime de soi. Et même déjà avant de commencer en fait un programme de perte de poids, c'est extrêmement important. Si on veut éviter les échecs et avoir le plus de possibilités de réussite. Il peut y avoir une blessure psychologique au départ qui engendre la prise de poids, mais il peut y avoir aussi toutes les blessures psychologiques dues au surpoids, à la stigmatisation et autres. Donc, je dis toujours, vraiment, l'aspect psychologique prend une énorme place pour moi. C'est dur de se remettre en question. Oui, c'est dur. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça peut faire peur, effectivement, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache au fin fond de soi-même. Mais aller explorer son soi au plus profond, ça peut faire peur. J'avais pas mal de réticence aussi à un moment donné. J'ai dit, ouf, qu'est-ce que je vais aller voir là? Est-ce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui se cache dans mon fort intérieur? En plus d'un travail sur soi, Katia a créé une association de patients pour se soutenir et partager leurs expériences. Et toi, Katia, comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu cette période-là? Ce qui me frustrait, c'est pas de pouvoir faire comme je voulais, quand je voulais, comme je voulais, en fait. Donc c'est un cadeau qu'on se fait d'aller mieux. C'est vraiment de changer mon hygiène de vie, de sortir dans le stress perpétuel où je me trouvais. Aujourd'hui, Katia a définitivement abandonné les régimes pour retrouver un équilibre. Préserver sa santé des dégâts du surpoids. Un défi dans un monde où rien n'est mis en place pour protéger contre l'obésité. Nous vivons dans un environnement obésogène. Ça veut dire que nous avons partout autour de nous, en ville, dans des arrêts de bus, stations, les gares, nous avons des distributeurs automatiques de boissons sucrées, des barres chocolatées, des aliments à haute densité calorique
que finalement, même si nous n'avons pas faim, mais nous passons à côté d'un tel distributeur, ça nous fait envie et on prend et on boit ou on mange, alors que c'est tout à fait non nécessaire à ce moment-là. En plus, au niveau de l'activité physique aussi, je me dis, mais j'ai un arrêt de bus juste ici, je ne vais pas marcher. Donc il y a tout ce qui est fait pour ne pas bouger. Et c'est ce que j'appelle l'environnement obésogène. Et c'est aussi un travail qui nous reste encore à faire par rapport à l'organisation de la ville, mais ça devient une question aussi politique parce qu'on veut à la fois bien à la société, on veut offrir un maximum de confort, mais en même temps, il faut réaliser que des fois, trop de confort égale inconfort au niveau de la santé, des conséquences de la santé, comme c'est le cas de l'obésité. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de sucre qui est contenue dans une bouteille? 30 carrés, je crois, un truc genre une trentaine de carrés de sucre. Anna va vous montrer visuellement. Ah, juste 13 carrés? Le chiffre peut paraître peu. Le chiffre paraît peu, mais quand on les voit... Boissons sucrées, aliments ultra transformés, on le sait aujourd'hui, favorisent les troubles alimentaires. C'est ça. Pourtant, ils sont aussi les plus accessibles dans notre vie de tous les jours. À Genève ou à HUG, on sensibilise les patients avec des ateliers de diététique. On sous-estime toujours ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus stressante. Nous avons de plus en plus de soucis du stress permanent au travail, dans la vie privée, etc. Et c'est cette composante psychologique, en fait, qui contribue à des mauvaises habitudes alimentaires via les troubles du comportement alimentaire. Pour moi, c'était du coup ma faute si j'étais grosse. C'était parce que je mangeais trop, parce que je faisais pas assez de sport. Et en plus, comme j'avais honte de tout ça, ça a créé des compulsions alimentaires. Donc, j'allais jusqu'à chercher tout ce que je pouvais, des choses qui se voyaient pas pour manger, pour apaiser cette souffrance. Mais du coup, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on va essayer de manger des choses en cachette, on va avoir honte, donc il va y avoir de la culpabilité. Donc, on va encore plus manger à cause de la culpabilité. Puis, en fait, après, on finit par grossir, à vouloir faire des régimes et ça continue, etc. On sait aujourd'hui que le stress, dans la plupart des cas, peut être compensé par la nourriture. Pourquoi? Parce que certaines nourritures, essentiellement de la nourriture sucrée, mais aussi certains aliments gras, fonctionnent comme un antidépresseur ou comme un anxiolytique. Donc ça aide pour lutter contre le stress que nous vivons tous les jours, mais malheureusement, l'effet secondaire de ce médicament de stress reste les calories en trop et reste l'obésité. Dans certains cas, les troubles alimentaires sont plus complexes. Nous savons aujourd'hui qu'environ un tiers des patients qui sont en situation d'obésité peuvent présenter des signes d'addiction à la nourriture. Chez ces patients, on ne va pas travailler du tout le côté diététique, le côté où est-ce qu'il y a des calories, etc. Mais on doit prendre ce patient en charge d'une manière complexe et essentiellement psychologique. Et je dirais même, par analogie, comme des patients qui souffrent d'autres addictions, par exemple addiction au tabac, addiction à l'alcool, etc. Des groupes d'aliments sucrés, salés, gras ou les trois à la fois, comme les chips, provoquent chez certaines personnes un affolement du circuit de la récompense et une perte de contrôle. On retrouve ce mécanisme dans d'autres addictions, alcool, drogue, jeux et tout le reste. La reconnaissance de ces addictions comme maladie a aussi pris des décennies. Sauf qu'il est possible, avec de l'aide bien sûr, de mettre en place une éviction totale de ce qui est problématique. On n'a pas besoin d'alcool ou de cocaïne pour vivre, mais on ne peut pas s'arrêter de manger. Alors pour soigner les personnes malades d'obésité, à côté des psychothérapies et de la chirurgie, on a cherché des médicaments. Plusieurs sont arrivés sur le marché ces 30 dernières années et les espoirs ont tous été douchés, soit parce que ça ne fonctionnait pas, soit parce que ça mettait la santé et la vie des patients en danger. On se souvient tous du scandale du Mediator. Des molécules destinées aux diabétiques sont aujourd'hui utilisées dans l'obésité car on a remarqué qu'elles engendraient une perte de poids. Mais tout le monde reste très prudent tant le risque d'une nouvelle déception est grand. Et il ne s'agit que d'un coup de pouce car les effets sont modestes. De plus, il reste beaucoup de questions, dont celle du remboursement. Manger, ça m'a toujours rassuré. Dans la tristesse, dans la joie, dans le stress, dans l'énervement, j'ai toujours compensé en mangeant. Ça me faisait du bien. Ça me calmait, ça m'apaisait, ça me rassurait. Je mangeais tout le temps. Je mangeais tout le temps, mais c'était impressionnant.
Avant de rentrer souper ou à midi ou le soir, je pouvais passer dans un fast-food et puis prendre 2 menus complets, une demi-heure avant de manger 2 ou 3 assiettes chez moi. C'est pas que mon épouse faisait 3 assiettes, c'est que moi j'allais me resservir. Et je mangeais tout le temps, tout le temps. Jeune, Luciano compense son appétit dans le sport. Mais une fois installé dans la vie active, les kilos s'accumulent. Jusqu'au moment où il ne supporte plus son corps. La photo, elle est jolie, mais moi, je ne m'aime pas. Elle date de quand, cette photo? Elle est de 2008. Donc là, je devais être à 134, 135 kilos. Là, je pense que j'étais dans une phase où j'avais de la peine à trouver des pantalons qui me correspondent. Et puis, donc j'étais sûrement pas bien. J'étais sûrement pas bien. Luciano entend alors parler de la chirurgie de l'estomac. Il m'a fallu 3 ans pour faire le pas, pour dire j'aimerais faire cette opération. Je me suis dit, si je continue à vivre comme je vivais, j'allais droit contre un mur. Et puis, je pense pas que j'aurais eu de longs jours devant moi parce que mon corps n'aurait pas tenu, parce que j'étais devenu un peu trop lourd. Après une année de préparation accompagnée d'une diététicienne et d'une psychologue, il se fait opérer. Il maigrit, mais les années passent et les kilos se réinstallent. Tu veux la porter là? C'est bon ça. J'ai fait le bypass il y a 12 ans en arrière. On dit environ qu'on prend 2 kilos par année si on ne fait pas attention. Les 2 premières années, on ne prend rien. On perd, on stabilise. Et par la suite, si je compte 9 ou 10 ans sur 2 kilos, ça fait 20 kilos, de 100 à 120. Je suis monté à 126. Mais moi, je crois du bœuf. Des plats de viande, tu sais. Oui. Il y a plein de poulet, agneau, un peu de tout. On sait qu'en moyenne, il y a 25 à 30% des patients qui reprennent du poids de manière considérable après une telle chirurgie bariatrique. Et c'est vrai que c'est très difficile à vivre pour ces patients parce que c'est un échec supplémentaire, souvent un parcours de multiples régimes, de multiples épisodes de yo-yo pondéral. Et ça, c'est simplement la conséquence du fonctionnement de notre organisme qui va tendre à reprendre le poids qui est perdu en activant des mécanismes neuronaux et endocriniens pour retrouver le poids d'origine, même si c'est un poids qui était largement excessif. Car notre organisme n'est pas conçu pour maigrir. Notre organisme, il est toujours resté sur l'idée qu'il fallait stocker pour la prochaine période de disette. Il va en fait tout mettre en fonction pour ralentir, lui, sa dépense énergétique et surtout pour être en mesure de restocker le plus rapidement possible dès qu'il y aura de nouveau accès à un peu plus de nourriture. J'étais pas bien, je me dis, mais t'es à 126 kilos, de nouveau, tu veux retourner à 136? Et puis je me suis dit non, ça je veux plus. Luciano décide alors de prendre un tout nouveau traitement. Un traitement qui agit sur le cerveau. C'est une hormone, le liraglutide, qu'il s'injecte tous les jours. Cette hormone, c'est la même hormone que celle qui est sécrétée par notre tube digestif lorsqu'on mange. Du coup, lorsqu'on s'injecte cette hormone-là, on va donner cette information d'avoir mangé et ça va provoquer une satiété précoce. Quand on mange, le tube digestif et le pancréas envoient des signaux au système nerveux central. C'est l'hypothalamus qui reçoit l'information et qui régule l'appétit. Le principe actif du médicament, le liraglutide, imite ce qui se passe normalement quand on s'alimente et fait croire au cerveau qu'on a assez mangé. Ce qu'on observe, c'est une diminution importante des quantités qui sont consommées, surtout durant les premières semaines, et puis une stabilisation ensuite du poids après entre 24 et 28 semaines de traitement. Disons que là, j'ai un support qui m'aide vraiment à... J'ai pas besoin de réfléchir au fait à ce que je vais manger, à compter ce que je vais manger et à devoir... Là, ça se fait tout seul. Alors, c'est clair que oui, ça change, ça aide.
parce qu'on est rassuré aussi. Moi, ça me rassure d'avoir ça. Au mois de mars, j'ai commencé, j'étais à 96. Maintenant, je suis entre 70 et 72. Et là, je me suis fixée 68. Après, c'est un chiffre. Hein. Moi, maintenant, visuellement, j'aimerais bien encore poser un petit peu. Mais je suis en santé maintenant. J'ai plus de cholestérol, j'ai plus d'hypertension. Le premier objectif est atteint en termes de santé. Cela fait seulement 6 mois que Séverine a commencé le traitement hormonal. Ces photos, c'était avant. À 47 ans, après 2 enfants et une vie bien remplie, les kilos s'étaient accumulés. À cette époque-là, je pouvais plus, quoi. Je pouvais plus me voir en peinture. Puis quand je vois cette photo, je me dis, mais c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Je me sentais moche, grosse, pas belle. Et je me sentais pas à l'aise du tout, quoi. Je veux plus redevenir comme ça. Séverine a franchi une grande étape, mais la route est encore longue. Son traitement s'accompagne d'un suivi régulier au centre de l'obésité du CHUV. Comme le médicament agit sur la satiété, elle doit réapprendre à gérer sa faim. Est-ce que vous pourriez nous montrer un peu ce que vous mangez actuellement, enfin combien vous mangez pour un repas? En l'occurrence, moi je trouve que ce serait mieux de répartir plutôt comme ça, que vous ayez justement suffisamment de féculents, parce que si vous en avez pas assez, que vous risquez de nouveau d'avoir plus faim, en fait plus rapidement jusqu'au prochain repas. Et puis, est-ce que vous pourriez mettre ce que vous mangiez avant le traitement, pour qu'on puisse un peu comparer par rapport au volume total? Donc ça, c'est comme vous mangiez avant qu'on commence le traitement. Oui. Il y avait les repas. Il y avait les assiettes bien. Et avec cette quantité-là, vous vous sentiez rassasié à la fin du repas? Ça dépendait des choses que je mange, parce que si c'était des choses que j'avais cuisinées ou que je mangeais au restaurant que j'aimais bien, j'avais toujours envie d'en prendre plus. Voilà. Et puis, en fait, ce traitement implique aussi un changement sur le long terme. C'est pas juste une période comme ça. Là, pour toute ma vie, je vais devoir faire attention à ce que je mange, aux quantités, à faire de l'exercice. C'est pas gratuit. J'ai toujours de la peine avec mon reflet, mais j'arrive à me dire que oui, quand je mets des nouveaux habits, quand je me regarde dans le miroir, je me dis que c'est bien. Je me dis que c'est bien, t'as bien travaillé, ma grosse... Non, ça je dis plus, mais je dis, c'est pas un joli mot, mais non, je suis beaucoup plus bienveillante avec moi. Quand vous faites un bypass, on est opéré de l'estomac, mais pas du cerveau. J'ai toujours mon image avec le petit diablotin de Tom et Jerry, et puis l'ange d'un côté, un qui dit « mais vas-y, mange », l'autre qui dit « mais mange pas », mais vas-y, mange pas. Je pense plus, je me réveille le matin, je pense plus à manger. C'est jouissif. Mais tout n'est pas rose. Luciano doit payer lui-même ses traitements car il a déjà bénéficié d'une chirurgie. En effet, ces nouveaux médicaments ne sont remboursés qu'à certaines conditions très contraignantes. Ils sont aussi limités dans le temps, ce qui révolte Lucie Favre. Mais au fond, c'est des patients qu'on devrait encourager à maintenir toute cette perte de poids. Ils ont fait énormément d'efforts dans leur quotidien pour y arriver, et à eux, on dit que c'est fini. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme de dire on débute un traitement pour le cholestérol, et quand on atteint la cible attendue, on dit « Ah, c'est bon, on atteint la cible, on arrête le traitement ». Non, il n'y a aucun sens. On sait que le cholestérol va remonter à ce moment-là. C'est pareil pour l'obésité. Et ça, c'est vraiment de nouveau une faute de compréhension des fondements et des traitements de la maladie. Un paradoxe au regard des chiffres. 42% de la population suisse est en surpoids. Plus de 10% est obèse. Une épidémie qui s'aggrave invariablement.
Définitivement, notre société ne fait rien pour empêcher la poursuite de cette épidémie. Et lorsqu'on voit à quel point c'est difficile de perdre du poids, on devrait vraiment se dire qu'on doit tout faire pour être aidé à ne pas prendre du poids. Ça fait vraiment partie des objectifs de base et certainement de protéger les plus vulnérables, les enfants notamment, de ces problèmes de poids. Depuis le tournage, d'autres familles d'agonistes du GLP-1 ont été approuvées par Swissmedic et peuvent être prescrites. Il existe aussi des pilules quotidiennes pour les personnes que la forme injectable rebute. Mais se faire opérer, se piquer ou avaler à vie des médicaments pas toujours remboursés, ce n'est pas une solution. L'urgence absolue, c'est d'éviter que le nombre de personnes obèses continue à augmenter. Les chiffres sont effrayants et si un pathogène faisait autant de dégâts, en particulier chez les enfants, l'OMS et tous les États seraient en alerte maximum et mettrait tous les moyens pour stopper la tragédie. Or, la prévention reste honteusement sous-dotée en financement, en particulier en Suisse. Les professionnels font ce qu'ils peuvent et sans eux, ce serait sans doute pire encore. Tu viens? C'est bien, t'as emmené tes parents? Nous sommes à Kourou, dans le Jura. La pédiatre Shaouli Chorez a fait de la prévention de l'obésité infantile son cheval de bataille. Et grignotage? Il a une petite préférence pour le pain, de temps en temps, il demande un petit peu entre les repas. Qui mange du pain, c'est clair, c'est pas gras, c'est pas trop riche, mais s'il prend l'habitude de manger hors repas, il va garder cette habitude-là plus tard. Donc il faut vraiment faire un cadre. Hein, on mange quand on est à table et quand on n'est pas à table, on ne mange pas. Prévenir l'obésité, c'est-à-dire surveiller les enfants avant que quoi que ce soit n'arrive, c'est quelque chose qui n'est pas très développé. Hein. On étudie l'obésité quand c'est installé. Ça, on le sait, de faire machine arrière, de ramener des enfants à un poids plus normal pour leur taille, c'est très compliqué. Par contre, dans ma pratique à moi, de surveiller les enfants et de les repérer très tôt pour rééquilibrer les choses, c'est nettement plus facile parce que ce sont des petits enfants. Très souvent, dès l'âge de 1 an, je commence à en parler parce que c'est là où le danger commence, quand les enfants mangent de la nourriture de grands, comme disent les parents, parce que déjà, il faut faire attention et pourtant, c'est justement un âge où les gens n'y pensent pas du tout puisque la majorité des enfants sont encore tout fins. Ok, et puis donc la corpulence, donc Marius, il est à la moyenne, hein, en corpulence plus comme il faut. Donc on continue. Le surpoids s'installe insidieusement avant d'être visible. Les courbes de poids et de taille ne suffisent pas à le repérer. C'est l'évolution de la corpulence qu'il faut surveiller. Sur cette courbe, on voit une évolution normale. La corpulence diminue jusqu'à l'âge d'environ 6 ans, pour ensuite remonter. C'est ce que l'on appelle le rebond d'adiposité. Si ce rebond a lieu plus tôt, c'est un signe qui doit alerter. Comme il se situe encore dans la zone verte, la prise de poids ne se verra pas. Mais l'enfant court le risque d'être, plus tard, dans la zone de surpoids. En fait, il suffit de s'atteler à chaque fois qu'on voit un enfant, le peser, le mesurer, calculer la corpulence, et en le faisant de cette façon-là, on voit ce qu'on appelle le rebond d'adiposité précoce, une reprise, une croissance du poids par rapport à la taille qui survient trop tôt. Et quand on le repère, on dit « Ah, il se passe quelque chose là ». La plupart du temps, ce rebond précoce a une explication. Des événements vécus par l'enfant, des plus graves aux plus anodins. Une chose qui, moi, me semble négligée, c'est le traumatisme. Un traumatisme psychologique dans l'enfance. Donc, par exemple, quand il y a divorce, eh ben, il faut suivre de près le poids des enfants. Parce que ça, c'est pour moi un gros facteur déclenchant. D'autres traumas psychologiques, par contre, ne semblent pas si importants. Mais c'est le départ d'un petit copain de classe qui a déménagé. Pour un petit enfant, c'est quelque chose de triste. Et ça suffit pour déclencher une
tendance à grignoter, à se consoler avec la nourriture. Donc il y a vraiment, vraiment tellement de causes possibles d'un début de prise de poids que tous les enfants sont à surveiller parce que personne n'est à l'abri. D'autant que le risque peut déjà exister pour l'enfant avant même sa naissance. Nous savons à l'heure actuelle que l'obésité de l'enfant, elle se développe très tôt et certains facteurs de risque, en fait, peuvent déjà se développer in utero, donc pendant la grossesse. Nous savons maintenant, par exemple, l'obésité maternelle avant la conception, une personne qui souffre déjà d'obésité, eh bien, si elle maintient cette obésité donc pendant la grossesse, elle va en fait donner naissance à un enfant qui a 50% de risque de développer de l'obésité avant l'âge de 4 ans. Ce qui se passe, c'est que les perturbations métaboliques de la mère eh bien, vont influencer le développement du système hormonal de l'enfant, ce qui fait que certaines protéines vont être plus produites, par exemple, que d'autres. Et c'est ce qui expliquerait ce phénomène de programmation, en fait, in utero de l'obésité. Le risque de surpoids, Carla s'en est souciée tôt. Sa fille, Eva, avait alors 5 ans. Moi, j'ai toujours été ronde. Après, c'était pas considéré comme de l'obésité, mais j'ai jamais été toute fine. Et puis après, à l'âge adulte, en ayant des métiers où on passe sa journée assis sur une chaise devant un bureau, on bouge moins. Je suis pas une grande sportive dans l'âme, donc c'est vrai que c'est pas inné chez moi. Et puis j'ai vu à quel point c'était difficile de perdre du poids à mon âge. En discutant avec la doctoresse qui me suivait, je me suis rendu compte que Eva commençait à s'emplumer. Et puis je me suis dit que c'était plus simple à son âge de mettre certaines bonnes habitudes en action. On y va, hop. Carla décide de commencer le programme Contrepoids au HUG. Un programme multidisciplinaire qui prend en charge parents et enfants pour répondre à une demande qui ne cesse de croître. Ce que je constate avec les années de pratique, et je crois que les pédiatres constatent aussi la même chose, c'est une augmentation du degré de surpoids. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont un poids de plus en plus élevé par rapport à leur taille, par rapport à leur âge. Et là, évidemment, une fois que l'obésité s'est installée, une fois que les habitudes de vie aussi sont installées, eh bien, c'est difficile. Il faut faire des changements quand même relativement drastiques. Alors, au niveau du sport, toujours aussi active ? Oui. Raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je fais natation le mardi. Le lundi, je fais le karaté. Les enfants et les adolescents peuvent déjà développer des complications ou en tout cas des signes avant-coureurs. Nous savons à l'heure actuelle que les premières bases des maladies chroniques de l'adulte, en particulier les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques comme le diabète, eh bien, s'installent déjà pendant l'enfance ou l'adolescence chez ceux qui sont atteints d'obésité. D'un point de vue vasculaire, par exemple, nous avons mis en évidence que ces enfants ont déjà un vieillissement artériel, un manque d'élasticité artérielle. Et à l'âge de 6 ans, eh bien, leur âge vasculaire correspond environ à un âge de 40 ans, d'un adulte de 40 ans. Donc, ça, ce sont bien sûr des signes qui nous inquiètent beaucoup, qui nous font penser qu'il faut agir très tôt pour essayer de prévenir ces complications. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'Eva mange dans la journée? Non, normalement, elle n'a pas le temps de grignoter, en fait. Les boissons, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ouais, boire du frigo. Dans l'idéal, on mange une assiette en 20 minutes. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il faut manger lentement? La satiété. Sinon, ça se coince. Non, ça se coince. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Maman, elle a la réponse. Ouais, la satiété, c'est qu'au bout de 20 minutes, après, t'as plus faim. Voilà. Ton cerveau, il comprend que t'as assez mangé. On travaille avec les parents aussi, parce qu'évidemment, si les parents boivent des boissons sucrées, bien c'est illusoire de dire aux enfants qu'il ne faut pas boire de boissons sucrées. J'ai déjà vu des familles qui cachent en fait les barres de chocolat, les chips, et puis qui grignotent eux-mêmes en cachette. Bien évidemment que l'exemple n'est pas très bon pour les enfants.
Mais comment résister à la séduction très efficace de l'industrie agroalimentaire qui sait si bien cibler les enfants et déployer son marketing agressif? La contraindre à offrir des aliments meilleurs pour la santé permettrait de combattre l'obésité. Une action plus politique, comme par exemple taxer le sucre. Je prends pour exemple le Portugal, qui était un des pays où le taux d'obésité était le plus élevé chez les enfants ces dernières années. Eh bien, on note maintenant une réduction de plus de 10% en fait du taux de surpoids, d'obésité, particulièrement au Portugal, mais dans d'autres pays comme la Grèce, qui étaient très touchés et puis qui ont mis en place des mesures strictes. Des mesures difficiles à exporter chez nous, selon Nathalie Farpour-Lambert. En Suisse, eh bien, il y a eu plusieurs motions, bien sûr, cantonales ou fédérales, mais qui jusqu'à présent n'ont pas abouti, parce qu'évidemment, il y a une pression extrêmement importante de l'industrie agroalimentaire pour ne pas mettre de taxes sur les boissons sucrées. À l'heure actuelle, eh bien, 80% des coûts de la santé en Suisse sont dus aux maladies chroniques ou qu'on appelle non transmissibles, en particulier les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers. L'obésité fait partie de ces maladies chroniques. Et à un moment donné, il faut bien sûr poser les intérêts pour la population, les intérêts pour la société et puis pour l'économie. Attendre de ce qu'on nous laisse sécher, après je vais te faire quelque chose. Maintenant je me sens plus légère, que je mange des fruits et des légumes plus souvent et que je mange pas vraiment souvent des choses qu'il ne faut pas que je mange. C'est pas trop dur? Un peu, mais après plus on s'habitue, plus c'est plus facile. Puis la grande arc-en-ciel là, ça te poussait dans le corps. Du coup, j'ai fait 1000 tailles. Je ne peux même pas en appliquer.